Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de nous rejoindre pour cette édition spéciale consacrée aux élections américaines. Les États-Unis votent ce soir pour élire leur 45e président. Et on peut dire que cette campagne électorale a été une des plus rudes et des plus clivantes de l'histoire récente. Les deux candidats évoquent en priorité les sujets de politique intérieure et la lutte contre le terrorisme. Ce soir, dans Code 24, édition spéciale, nous allons tenter de savoir quelle est leur vision des relations transatlantiques, sur l'avenir du Proche-Orient, secoué par les crises en Syrie et en Irak notamment, la coopération militaire, l'OTAN, le libre-échange. Les relations entre les États-Unis et l'Europe ou encore le Proche-Orient vont-elles changer avec Hillary Clinton? Et si Donald Trump l'emportait, va-t-on assister à la fin des relations transatlantiques telles qu'on les connaît aujourd'hui? Pour en parler, je reçois en plateau Roger Hédé, chef du Parti de la Paix. Bonsoir, monsieur Hédé. Bonsoir. Alors, quels sont les enjeux de cette présidentielle qui se déroule ce soir? Les enjeux sur le plan américain sont évidents. Il y a Hillary Clinton qui veut hausser les taxes, augmenter le gouvernement, classique, centre-gauche. Elle est à gauche de la politique suivie par son époux, qui était une politique reaganienne de gauche. Donc, qui avait suivi l'exemple du président Reagan et de Mme Thatcher. La nouvelle gauche est née avec lui. Avec elle, la situation initialement est différente. Sur le plan international, c'est une dame de fer. Elle est plutôt thatcherienne. Sur le plan du Proche-Orient, sur le plan notamment de la Syrie, elle va faire ce que Obama a raté de faire. Sur la présence russe et le rôle russe dans la région, elle fera le contraire de ce que le président Obama a fait. Le président Obama a défait les résultats de la fin de la guerre froide. Il a permis que M. Poutine fasse renaître la guerre froide. Sur le plan spécifiquement de l'Irak, la présence américaine, que ce soit au Kurdistan, qui pourrait évoluer, en Irak et en Syrie, sera une présence d'intervention, ce qu'ils ont appelé residual force, une force résiduelle qui pourrait intervenir à n'importe quel moment. Vis-à-vis du président Assad, elle a demandé la tête de Assad. Quand il était secrétaire d'État, elle a reproché publiquement, c'est connu, comme l'a fait Robert Gates, comme l'a fait Robert Gates, l'ancien ministre de la Défense, Panetta, l'ancien ministre de la Défense et de la CIA. Donc, elle est dans le clan des durs. Elle aura probablement comme secrétaire d'État ou comme conseiller national de la sécurité, Jeffrey Feltman, qui était ambassadeur au Liban, assistant secretary, et qui est maintenant l'homme fort, l'homme le plus influent aux Nations Unies. Il est celui qui, avec Ban Ki-moon, est en charge des relations politiques et internationales. Et à votre avis, comment va-t-elle faire pour se différencier d'Obama, notamment en politique étrangère? Obama est un mou, est un absent. Il a décidé de faire du leadership from behind, donc d'exercer remote control le rôle des États-Unis en tant qu'arbitre de la paix internationale. Qu'on le veuille ou pas, le monde a toujours besoin d'une Pax Romana. Pax Romana. La même chose a été à travers l'histoire. La paix américaine est une paix qui, du temps de M. Obama, n'était pas active. Le président Obama aujourd'hui bouge contre Mossoul pour dégager l'État islamique.
Mais il ne reconnaît pas un fait que cet État islamique est dû à sa politique vis-à-vis de l'Iran, à son acceptation de ne pas inclure dans la négociation avec l'Iran, en parallèle avec le nucléaire, le dossier de l'exportation de la révolution. Les services de renseignement américains sont au courant des contacts pris par Ben Laden avec le régime islamique iranien et le soutien logistique reçu par Ben Laden avant le 11 septembre, donc avant même que George Bush est entré en guerre et qu'il a forcé la famille de Ben Laden et certains de ses dirigeants d'aller prendre refuge en Iran. Donc, Daesh est né dans l'organisation de résistance à l'occupation américaine, soutenue par l'Iran et soutenue également par les bassistes qui s'étaient réfugiés chez le président Assad. Donc, c'est des réalités et c'est des faits qu'il connaissait. Mais il s'est mis en tête, le plus important est de faire ce que Richard Nixon a fait. Avant la fin de mon mandat, je veux aller saluer M. Khamenei. Très bien. Il a été à Cuba. Il n'a même pas pu saluer Raúl Castro. C'est un faible. D'ailleurs, tout au long de la campagne, Donald Trump a largement critiqué l'administration Obama et a souvent comparé Hillary Clinton à un deuxième Obama. À votre avis, l'arrivée de Donald Trump à la Maison-Blanche pourrait-elle changer la donne? Sans doute. Sans doute. C'est une femme de fer. Peut-être rouillée. Le problème de Hillary Clinton est très simple. C'est qu'aujourd'hui, Hillary Clinton est poursuivie. Il y a plusieurs enquêtes qui sont poursuivies, qui peuvent, avant même qu'elle ne prenne le 20 janvier, si elle est élue, ses fonctions, elle a un problème sérieux qu'elle aura besoin peut-être du pardon du président Obama, ce qui n'est pas difficile à donner, mais ce qui n'est pas également politiquement acceptable. Elle ne peut pas se pardonner elle-même. L'Amérique entrera tout de suite dans une crise constitutionnelle. Or, dans ces élections, il n'est pas certain que les démocrates vont pouvoir récupérer l'une des chambres du Congrès. La chambre parlementaire, la chambre basse, le House, elle est certainement, d'après les sondages et ce qu'on sait aujourd'hui, elle va rester dans les mains des républicains. Et en manquant 15 à 20 peut-être députés de majorité. Le Sénat a également toutes les chances de rester républicain. Il pourrait se retrouver dans les mains des démocrates. Nous ne pouvons pas en ce moment, à cette heure-ci, nous saurons demain matin, encore savoir. Mais dans la meilleure des hypothèses, Hillary Clinton ne pourra pas changer dramatiquement la majorité. Ils peuvent se retrouver à 50-50 ou 52-48, 51-49. Si c'est à 50-50, c'est le vice-président qui devient l'arbitre. Parce que le vice-président des États-Unis est celui qui arbitre dans le cas d'égalité. Cela dit, il est certain que les chances de Donald Trump d'être demain matin l'élu président des États-Unis ne sont pas minces. Car dans les sondages, il n'y a aucun sondage qui donne dans ce qu'on appelle les swing states, dans les États qui peuvent aller d'un côté ou de l'autre. Il y a bien sûr les bleus et les rouges. Les rouges, c'est les républicains, les bleus, c'est les démocrates. Et il y a les purple, donc qui sont entre les deux couleurs et qui peuvent changer. La Floride, ce soir, à 3h30 du matin, notre heure,
nous pouvons avoir déjà une indication si elle est passée Trump ou si elle est passée Hillary. Justement, on évoquait la Floride. Je vous propose, Oui. Monsieur Eddé, justement, de faire un focus justement sur la Floride, où aux États-Unis, bien souvent, comme vous le savez, qui gagne le cœur des électeurs de Floride entre à la Maison-Blanche. En 2000, c'est sa victoire dans cet État du sud-est des États-Unis qui a permis à George W. Bush de devenir le 43e président des États-Unis au détriment d'Al Gore. Dans leur course à la Maison-Blanche, Hillary Clinton et Donald Trump ont investi temps et argent en Floride. Donald Trump a passé plusieurs jours à écumer l'État, multipliant les meetings comme nul autre candidat républicain avant lui. Côté démocrate, le bureau de campagne d'Hillary Clinton a dépensé plus d'argent sur des publicités en Floride que partout ailleurs dans le pays. Notre reporter Sophie Priscondi est allée à la rencontre des Floridiens qui ont peut-être les clés de la victoire. 7 novembre 2000, la course à la Maison-Blanche connaît un retournement historique. Les résultats de l'élection sont trop serrés. Tant que le recompte des voix n'est pas achevé en Floride, cette campagne continue. Le sort des candidats Al Gore et George Bush est suspendu aux voix floridiennes. L'État devient la clé de cette course à la présidence. Le cœur de la polémique se trouve au sud de l'État, au conseil d'administration de West Palm Beach. Carol Roberts était chargée d'y surveiller le recompte des voix. Voici le bulletin de vote que les gens ont reçu à l'époque par courrier. Là, c'est ma signature. C'est le fameux bulletin papillon. Je ne sais pas pourquoi on l'appelle comme ça. Je vous ai également amené une photo des membres du conseil chargés du recompte. Là, c'est moi. Nous étions observés par les médias du monde entier. J'espère que depuis, les gens ont compris ô combien chaque voix a son importance. Depuis, l'État de Floride est considéré comme l'un des plus décisifs. Ni vraiment républicain, ni vraiment démocrate, son cœur balance à chaque élection. Des électeurs vacillants, à l'image de la communauté hispanique très présente dans les quartiers nord de Miami. Comment s'est passée votre dernière manifestation? Les gens pensent quoi de tout ça? Bien, bien. Mais beaucoup ont peur que Trump gagne cette élection. Ça les rend anxieux. Arrivée d'Argentine, Maria et sa famille vivent aux États-Unis depuis 15 ans. Mais cela pourrait prendre fin. Le candidat Donald Trump compte expulser 11 millions de travailleurs clandestins. La jeune femme en fait partie. C'est difficile de vivre la peur au ventre. Même lorsque vous conduisez, vous craignez toujours les simples contrôles de police, car vous pouvez être expulsé immédiatement. Il y a moins d'un mois, Thomas, le fils de Maria, a obtenu la nationalité américaine. Il compte désormais s'impliquer dans la vie politique de son pays d'adoption. Le 8 novembre, il votera pour la première fois. Mon père souffre d'un grave problème à la jambe et il ne peut quasiment plus marcher. Mais comme il est sans papier, il ne peut pas recevoir les soins dont il a besoin. Au même moment, Donald Trump a annoncé sa candidature et s'est immédiatement attaqué aux migrants. Alors je me suis dit, ok, c'est le moment de dévouer ma vie et de faire tout ce que je peux pour qu'on arrête ce type. Quand tout sera fini, je ferai une pancarte où il sera inscrit « Trump, t'as perdu, t'es viré, retourne dans ton hôtel ». Oui, c'est ce que je vais faire. En ces temps de campagne, les Floridiens n'ont jamais été aussi courtisés. Clinton et Trump ont multiplié leurs visites. On va passer un moment merveilleux ce soir. Un très bon moment tous ensemble. La Floride, c'est ma deuxième maison. À l'université de Miami, Hillary Clinton a même créé l'émoi parmi les jeunes électeurs avec un invité de marque, Al Gore. Cette popularité, il la doit à son combat contre le réchauffement planétaire. Je me présente contre un type qui est en déni face au changement climatique.
Durant cette campagne, Al Gore ne s'est affiché qu'une seule fois aux côtés de la candidate, ici, à Miami. Croyez-moi, je suis bien placé pour le dire. Chacune de vos voix compte. Chaque voix compte. Un discours qui résonne comme un rappel à l'ordre. Le souvenir toujours vivace de sa bataille perdue contre George Bush. En 2000, la Floride est au cœur d'une tempête électorale. Durant 36 jours, l'élection du président américain est suspendue au recomptage des votes du comté de West Palm Beach. Des manifestations éclatent dans tout le pays. Nous sommes là car la Constitution nous en donne le droit. L'armada d'avocats dépêchés par Al Gore suspecte une fraude et exige un nouveau décompte, manuel celui-ci. Mais sans attendre les résultats, la Cour suprême intervient et tranche en faveur de son rival. Par 537 voix d'écart, George Bush remporte la présidence. George Bush, governor of Texas, will become the 43rd president of the United States. Cette décision crée immédiatement la polémique. Le décompte manuel n'a pas été pris en compte dans le résultat final, laissant planer un doute. Mark Siebel est à l'époque directeur de la rédaction d'un grand quotidien. En quête de vérité, il mène une mission indépendante de vérification des votes dans les 67 comtés de Floride. Nous sommes arrivés à la conclusion qu'au regard de la loi, George Bush aurait de toute façon remporté les élections au niveau national. Mais le système de vote en Floride était tellement imparfait, il y a eu tellement d'erreurs, de comptages incohérents, que si cela avait fonctionné comme il se doit, c'est Al Gore qui aurait dû gagner la Floride. Pour éviter qu'un tel naufrage ne se reproduise, la Floride a entièrement modifié la rédaction de ses bulletins de vote. Cela nous a permis de déterminer où se situaient les problèmes dans notre système électoral. Je suis très fier de la Floride, car en quelques semaines, nous avons pu jeter toutes les vieilles machines à perforer les bulletins et mettre en place le vote électronique. Mais en Floride, l'autre clé des élections est l'argent. À West Palm Beach, paradis pour milliardaires, vit un des soutiens les plus influents de la campagne républicaine, Madame Gaines. J'adore cette photo de Ronald Reagan, sa femme Nancy, Madame Thatcher et sœur Denise Thatcher. Je l'ai achetée lors d'une enchère chez Christie's car elle représente beaucoup pour moi. Ancienne présidente du club républicain de West Palm Beach, Madame Gaines organise à chaque élection d'importantes levées de fonds. Une levée de fonds est réussie lorsque tous les invités répondent présents et qu'on récolte un demi-million de dollars. Là, c'est réussi. Mais pour la première fois, son travail s'avère difficile car les dons se font rares. L'élite floridienne accepte mal d'être représentée par le sulfureux Donald Trump. Avez-vous levé des fonds pour cette campagne ? Oui, mais pas officiellement sous la bannière de Donald Trump. J'ai demandé à mes propres amis, à mon réseau, d'envoyer de l'argent pour soutenir le parti dans cette campagne. Je pense qu'il est important pour les républicains de rester unis. Que tu aimes cet homme ou non, il faut s'assurer de la défaite d'Hillary. Résultat de ce désamour pour le président du parti républicain de Palm Beach, la pression s'est intensifiée. Mike Barnett et son équipe travaillent durement pour motiver leurs électeurs. Il nous reste très peu de temps, tout repose sur nos épaules, on doit faire en sorte que cet homme soit élu, il doit remporter la Maison-Blanche. Trump, le magnat de l'immobilier, le plus novice de tous les prétendants au poste, face à Clinton, symbole de l'establishment. Jamais une campagne présidentielle américaine n'aura vu ses candidats s'opposer aussi durement. Hillary Clinton a participé à une cérémonie de magie noire en Haïti. Et il y a eu une orgie après ça. Je ne comprends pas comment on peut encore voter pour Hillary Clinton. Le but, obtenir de nouvelles voix, peu importe comment. Ce sont des prospectus contre Madame la menteuse.
C'est pour que les gens connaissent enfin la vérité, car beaucoup d'entre eux n'ont plus de cerveau. Ils sont complètement abrutis. Ils ne réalisent pas le danger que représente Hillary pour le pays. De retour à Miami, Thomas et son équipe de volontaires n'imaginent pas la victoire facile. Même si Obama a remporté la Floride les 2 fois précédentes, le groupe se prépare à une dure bataille. Ce jour-là, ils rôdent leur discours. Alors, aujourd'hui, nous faisons du porte-à-porte pour Hillary Clinton qui est en campagne contre Donald Trump. Un sexiste, un raciste, un fasciste fanatique. Il est très important qu'on le batte. Il veut interdire l'entrée du pays aux minorités religieuses et il se vante d'agressions sexuelles sur les femmes. Vous êtes prêts ? La Floride enregistre 4,4 millions de républicains contre 4,6 millions de démocrates. Alors pour creuser cet infime écart, certains sont prêts à tout. Un volontaire est venu spécialement du Massachusetts pour prêter main forte. Je suis venu en Floride car le Massachusetts votera pour Hillary de toute façon, qu'on frappe aux portes ou non. Donc si on peut assurer le vote pour Hillary en Floride, Donald Trump perdra, c'est certain. Chaque week-end, Thomas lui démarche de nouveaux votants. Sa technique, le porte-à-porte. Bonjour, comment allez-vous ? Important de Floridiens demeure indécis. Aucun des deux n'est convaincant. Mais étant républicain moi-même, je préfère encore voir un républicain au pouvoir. C'est pour ça que je vais peut-être voter pour Trump. Mais en tout cas, ce n'est pas parce que j'ai foi en lui. Nous sommes arrivés à un point où aucun des 2 candidats ne se soucie réellement de notre pays, de nos problèmes, de nous, la classe moyenne, qui fait avancer cette nation. La technique de Thomas paraît inefficace, elle pourrait pourtant s'avérer décisive. C'est important de faire ça, car les statistiques prouvent que c'est le moyen le plus efficace pour atteindre et mobiliser les électeurs. Lorsqu'on fait des opérations de terrain comme celle-là, 7% de personnes en plus se rendent aux urnes. Le soir du dernier débat présidentiel, un vent de patriotisme souffle dans les bars de Miami. 72 millions d'Américains assistent devant leur poste à l'ultime confrontation. Monsieur Trump, accepterez-vous le résultat de ces élections? Je vous le dirai le moment venu, je ne m'en occupe pas maintenant, on verra bien. De petites phrases et au final un débat décevant. Une certaine lassitude semble gagner ce soir-là le camp républicain. Pour moi, ce spectacle ressemble à un jardin d'enfants. Ils répètent toujours les mêmes choses. Rien ne change, c'est juste un concours de popularité. 2/3 des Américains estiment que le pays est sur une mauvaise voie. 80% d'entre eux désapprouvent même le travail du Congrès. Pourtant, le soir du 8 novembre 2016, nul doute qu'une fois de plus, les 13 millions de voix des électeurs de Floride se feront entendre en plus haut lieu. Alors, monsieur Hédé, on le sait, la Floride est considérée, en tout cas par la presse, comme un État faiseur de rois. À votre avis, pourquoi dans le camp des républicains, on considère justement Hillary Clinton comme un danger pour les États-Unis? On vient de l'entendre dans le reportage. D'abord, pour les républicains, la considération la plus importante est celle de qui y aura la majorité dans les années qui viennent dans la haute cour. Car dans la haute cour, si c'est Hillary qui choisit, la Constitution n'est pas respectée. Parce que la tradition de la gauche américaine et du Parti démocrate est de renverser les décisions et de se limiter à la constitutionnalité stricte. C'est une raison très importante. Pour ce qui est des Latinos, il faudra... les Latinos ne sont pas les mêmes d'une région à une autre. Les Mexicains, c'est une chose. Les Cubains, c'est une autre. Et d'autres, c'est d'autres. Donc, quand nous sommes en Floride, c'est les Cubains. Et les Cubains est un lobby puissant républicain. Marco Rubio, ce soir, a toutes les chances de gagner. Et ce sont les indications de sondage en faveur de Marco Rubio
le républicain, qui me font croire que la Floride restera dans le camp républicain. Miami elle-même est à majorité démocrate de toute façon. C'est la composante juive qui joue le rôle le plus important dans la région de Miami. Et néanmoins, à la différence d'autres qui l'ont précédé, notamment de Al Gore, M. Trump est un grand investisseur. Il a le Doral, un très prestigieux resort, et est un grand investisseur en Floride et à Miami elle-même. En fait, la balance sera décidée au centre de la Floride. Et au centre de la Floride, un grand investissement a été fait de part et d'autre. M. Trump, durant ces derniers jours, notamment cette dernière semaine, il a dépensé et il a fait un blitz. Ce blitz a surpris et il pourrait faire la différence ce soir. On m'indique qu'il faut prendre une pause. Monsieur Hédé, je vous propose de rester avec nous. Donc on marque une pause et on se retrouve tout de suite après. À tout à l'heure. Retour sur le plateau de cette édition spéciale consacrée aux élections américaines. Toujours avec nous en plateau donc Roger Hédé, chef du Parti de la Paix. On en parlait avant la pause, justement, ce vote latino, ce vote des hispaniques. Alors Monsieur Hédé, à votre avis, est-ce que les Mexicains notamment vont-ils se rendre aux urnes pour voter pour Donald Trump qui, il faut le rappeler, les a qualifiés de criminels, de voleurs? La publicité est une chose, les Latinos sont beaucoup plus complexes et beaucoup plus éclairés qu'on l'imagine. Donald Trump a précisé qu'il ne visait que les criminels et il vise en particulier la mafia mexicaine. La mafia mexicaine qui est en train de ravager les États-Unis avec la drogue et c'est l'un de ces arguments dans d'autres États comme à New Hampshire et comme au Michigan, comme à Pennsylvania, et toutes ces régions où il espère pouvoir gagner grâce à cet argument, en plus d'autres arguments qui sont ceux de l'économie, du facteur économique. Car Donald Trump fait un combat surtout pour que l'emploi reste aux États-Unis. Quelle image retenez-vous ou gardez-vous justement de cet entretien entre le président mexicain et Donald Trump il y a quelques mois? C'était au bénéfice de Donald Trump, il n'y a aucun doute là-dessus. Hillary Clinton a commis l'erreur de snobber cette visite. Car Donald Trump a démontré une chose, qu'il peut s'asseoir et s'entendre, parce qu'il connaît les rapports de force, avec qui que ce soit le président mexicain ou le président russe, ou avec le président chinois. Puisqu'il va renégocier deux choses avec la Chine, les accords d'échanges commerciaux qui ont joué en faveur de la Chine pour des centaines de milliards de dollars et le problème de la baisse du yuan, donc la guerre non seulement par l'agressivité commerciale, mais également par la baisse de la monnaie. Donc, l'argument économique est l'argument véritablement le plus avantageux pour l'éventuel président Trump. Et à votre avis, va-t-il justement s'attaquer au problème des sans-papiers? La question des sans-papiers. Il n'est pas question qu'il renvoie les gens 11 millions ou 12 millions ou plus ou moins, ça n'a aucune importance. Il fait travailler lui-même, il a fait travailler dans ses entreprises par des sous-traitants qui ont fait la construction chez lui de ces minorités. Mais il y a une crainte aux États-Unis de l'augmentation démographique de l'ensemble minoritaire. On parle d'un ensemble parce qu'il y a les Asiatiques, il y a l'ensemble minoritaire. Et les Blancs
sont quand même la carte la plus importante, comme ils l'ont été dans la campagne de son prédécesseur Mitt Romney, qui a obtenu 60% des Blancs. Mais ces mêmes 60% ne correspondent pas en proportion à la situation actuelle. J'aimerais qu'on fasse justement un focus sur le Nevada, monsieur Edeh, un autre swing state qui a reçu pas moins de 10 visites des deux candidats pendant cette campagne, alors que cet État ne représente que 6 grands électeurs. Une petite marge donc non négligeable qui pourrait bien faire basculer l'élection. Le Nevada est donc l'État avec la population la plus diverse des États-Unis. Le vote des Hispaniques est un des plus convoités par les deux candidats en raison de son poids démographique. Une augmentation, il faut le souligner, de 30% en 10 ans. Alors, Donald Trump espère mobiliser cet électorat dans un État qu'il connaît bien et où il a investi, il faut dire, beaucoup d'argent. À Las Vegas, son statut de millionnaire outsider divise autant qu'il suscite l'admiration. Regardez ce reportage de nos correspondants Valérie Defer et Loïc Piala. Las Vegas, la capitale mondiale du jeu. C'est ici que Donald Trump a bâti une partie de son empire. Mais au pied de sa tour dorée, des manifestants ont érigé un mur anti-Trump. Au cœur de la manifestation, Celia Vargas, femme de ménage depuis 3 ans dans le luxueux hôtel de Donald Trump. Comme ses collègues, elle profite de la campagne électorale pour dénoncer ses conditions de travail. Nous manifestons parce que nous n'avons ni assurance santé ni retraite et parce que nous gagnons moins que nos collègues des hôtels syndiqués. Si vous avez l'ambition de rendre à l'Amérique sa grandeur, alors commencez par vos propres employés ici à Las Vegas. Celia a rejoint la Culinary Union, ce syndicat de l'hôtellerie très puissant qui compte 60 000 membres à Las Vegas. La majorité sont des immigrés hispaniques. Son los tacos anti-Trump y no son robados. Y viva México y nuestros tacos también. Le rassemblement syndical prend des airs de meeting politique. Les militants démocrates sont venus soutenir les travailleurs et courtiser l'électorat latino. Si se puede. So let's vote. For change. Vote for hope. Vote for workers. Dans le Nevada, le vote hispanique est crucial. Il a permis à Barack Obama de remporter cet État clé en 2008 et en 2012. Mais pour Hillary Clinton, ce vote n'est pas acquis. Chaque semaine, Marlène ouvre l'antenne de sa radio locale aux hispaniques du Nevada. Muy buenos días, ¿con quién tenemos el gusto? Sí, le habla Jesús. Adelante, Jesús, con su comentario. ¿Usted a quién le va? Mira, yo le voy a Donald Trump, porque no hay políticos, porque la población no cree en la clase política, porque son unos falsantes todos. Beaucoup d'auditeurs se disent déçus par les promesses non tenues de Barack Obama, notamment sur la réforme de l'immigration. Certains, comme Syria, se tournent donc vers le Parti républicain, plus en phase avec leurs valeurs conservatrices. Sur l'immigration, les démocrates nous ont menés en bateau. Ils nous ont promis beaucoup de choses et au final rien. Cela nous fait de la peine. Les latinos représentent 20% de l'électorat dans le Nevada, mais le taux de participation reste limité. L'enjeu est donc de réussir à les mobiliser. Pero salga a votar. El voto hispano es supremamente importante en estas elecciones. Radio La Voz de Nevada. Soy Marlene Montelivo, recordándole que la información es poder. Infórmese. Et pour la première fois, le Parti républicain redouble d'efforts pour séduire la communauté hispanique. Chaque jour, ces bénévoles arpentent les quartiers latinos de Las Vegas. ¿Sabes si va a votar por el candidato republicano o el candidato demócrata en las elecciones generales? Notre communauté est très diverse, nous venons de différents milieux et ne formons pas un bloc uniforme. C'est une erreur de croire que tous les latinos sont démocrates. Je suis un conservateur favorable à une économie de marché. Et c'est ce type d'électeur que nous recherchons, car notre communauté a besoin de plus d'opportunités économiques. Nos salaires ont baissé, les emplois se font rares, notre pays doit changer d'orientation et c'est à ça que je travaille. Dans le Nevada, Donald Trump peut aussi compter sur le soutien de l'électorat blanc, non diplômé. Il constitue la moitié des inscrits sur les listes électorales.
Dans ce club de tir, la priorité est claire, protéger coûte que coûte le second amendement de la Constitution américaine. Maggie, la formatrice, porte toujours son 9 mm à la ceinture. Je pense vraiment que l'autodéfense n'est pas juste un droit, c'est aussi une responsabilité. Porter une arme à feu pour assurer ma propre défense, c'est mon choix et on doit me laisser ce choix. Brenda apprend à manier un fusil d'assaut pour la première fois. Ça fait quoi? Qu'importe les propos dégradants de Trump envers les femmes, Maggie et Brenda voteront pour le candidat républicain. Est-ce qu'il va devenir mon meilleur ami? Je ne crois pas. Mais va-t-il être un bon président pour le pays? Je pense que oui, en tout cas bien meilleur qu'Hillary. Je pense que c'est un vrai patriote comme nous. C'est vraiment ce que je pense. 100% d'accord avec toi, top là. Perdre le Nevada, où il pourvoit des milliers d'emplois, ne serait pas qu'un désaveu pour Donald Trump. Le milliardaire a absolument besoin des 6 grands électeurs de l'État. Car avec son retard dans les sondages, chaque munition compte. Alors, Monsieur Audet, on vient de le voir, même... Alors, je vous donne des chiffres, parce que les chiffres jouent beaucoup. Il y a au-delà de 780 000 qui ont déjà voté. Et Hillary devance de 43 000 Trump. Mais ce soir, on ne sait pas si Hillary gagne. Il y a de très fortes chances qu'en dépit de ce vote préliminaire, parce que les Américains peuvent voter avant les élections dans certains États, comme ils peuvent voter par correspondance. Normalement, par correspondance, c'est les républicains qui ont l'avantage, mais ceux qui vont voter préalablement, c'est les démocrates, mais surtout Hillary Clinton qui a dépensé 5 fois plus que Trump, qui a des moyens d'organisation sur le terrain. Vous avez vu dans le rapport tout à l'heure sur la Floride, ceux qui font le porte-à-porte, ceux qui appellent. Il y a une organisation. Il y a les syndicats qui jouent un rôle, bien que M. Trump bénéficie de très grands syndicats au Michigan et dans d'autres régions des États-Unis. Donc là, nous avons une situation qui peut dénoter comment la soirée peut tourner. Je n'exclus pas ce que les Américains et les Anglais appellent le upset. Je n'exclus pas le Brexit. La favorite est Hillary Clinton. La surprise et le challenger, c'est Donald Trump. Mais Donald Trump pourra gagner. Attendons 3h, 3h30 du matin pour sentir le vent. J'aimerais qu'on s'arrête un peu aussi sur la position des femmes, parce que la question des femmes a été un thème majeur de cette campagne, avec les scandales à répétition. À votre avis, comment va se mobiliser l'électorat féminin lors de ce scrutin? Alors, Hillary Clinton a joué la carte femme du jour J, du premier jour. Et c'est normal, comme M. Obama a été le premier noir à être élu, comme M. Kennedy a été le premier catholique à être élu, elle est la première femme, donc cela donne un avantage. Elle a actuellement, dans les sondages, un avantage qui a duré et qui également, durant ces 2 dernières semaines, a évolué en raison des scandales, de la corruption et de Hillary Clinton. Et les Wikileaks qui ont dévoilé le cynisme quand son équipe traite de la question des femmes ou pas des femmes. Cynisme, corruption, enquête ouverte, cela déstabilise. Mais aussi les femmes, il ne faut pas oublier, c'est surtout des mamans. Des femmes qui ont la responsabilité d'assurer à leur maison. Donc, elles regardent du côté de la poche, du côté des rentrées. Et là, le facteur économique est en faveur de Donald Trump. Maintenant, que Donald Trump soit un playboy,
Mais que fait Hillary Clinton depuis maintenant 2 semaines? En tout cas, on va le voir dans le sujet qui suit. Pour attirer des gens dans ses campagnes, elle amène toutes les stars de Hollywood, n'est-ce pas? Beyoncé, Jay-Z, le couple le plus influent, il faut le mentionner, les 1 cent, 3 cents, c'est clair. Nous allons revenir donc sur l'électorat féminin juste après cette pause, Monsieur Day. Restez des nôtres. Retour sur le plateau de Futur TV, édition spéciale consacrée aux élections américaines. Avant la pause, Monsieur Day, on évoquait justement l'électorat féminin. On va le voir dans le sujet qui suit. Alors que cet électorat féminin est très convoité par les 2 candidats à la Maison-Blanche, eh bien, Donald Trump, lui, a tenu des propos plus que déplacés envers les femmes. Comment ces dernières, alors, se positionnent-elles? Reportage de Gallagher Fenwick. Malgré les controverses, les propos misogynes et la publication de vidéos accablantes, elle continue de le soutenir et d'encourager tout le monde à en faire de même. Trump all the way! Oh, we love you! Women for Trump! Oui, mais voilà, ça ne marche pas à tous les coups et certains, voire certaines, sont sceptiques. Elles, ce sont les femmes pour Donald Trump, des volontaires à travers le pays. Elles investissent de leur temps, de leur argent, dans une cause à laquelle elles se disent complètement dévouées. J'ai 2 enfants, dont un fils, le plus jeune, qui est handicapé, et une fille qui a 14 ans. Et moi, je veux un meilleur pays pour eux. Et j'estime que M. Trump est en mesure de nous offrir bien plus de choses, considérant son expérience dans les affaires. À quelques centaines de kilomètres de là, à Washington DC, le même camp, mais pas le même candidat. Ces républicaines sont unies par le rejet de celui qui représente pourtant leur parti. La trajectoire fulgurante de Donald Trump les a prises de court. Je pense que beaucoup de républicains, moi y compris, rigolaient en le voyant, au lieu de prendre la mesure du terrible danger qu'il représente. Nous n'avons pas fait assez d'efforts pour l'empêcher d'obtenir la nomination. Elles sont conservatrices et elles accusent le milliardaire de trahir leurs valeurs. Elles ont donc décidé de changer de camp, un choix difficile mais nécessaire selon Camden et Sarah. Notre mouvement prend de plus en plus d'ampleur, avec des gens qui se disent « Nous n'aurions jamais dû permettre ça. Il est temps de l'arrêter avant qu'il n'accède à la Maison-Blanche. » Il y a aussi le fait que nous sommes des personnes qui se remettent en question, qui se disent « J'ai toujours été dans le camp des républicains, comment en est-on arrivé là ?» et qui parlent de ça ouvertement. Beaucoup de personnes se retrouvent dans notre démarche. C'est quelque chose de beaucoup plus commun qu'on ne le pense. But it's not only women, and it's not only this video that raises questions about his fitness to be our president. Ces républicaines voteront pour Hillary Clinton, mais elles promettent que tout cela ne durera que le temps d'une élection. Nous ne sommes pas des républicaines en train de devenir des démocrates. Nous sommes désormais des républicaines contre Trump. Nous conservons nos valeurs républicaines et ces principes politiques que nous pensons être ceux qui conviennent. Une partie de l'électorat féminin a effectivement tourné le dos à Donald Trump, mais ne se rallie pas automatiquement à Hillary Clinton pour autant. La démocrate a du mal à susciter l'enthousiasme, parfois au sein même de son propre camp. Je ne suis pas la plus grande fan d'Hillary, mais bon, le candidat parfait existe-t-il? Je ne pense pas non plus qu'elle soit diabolique. Par contre, Donald Trump me fait complètement flipper. Pour nous qui soutenons Hillary, c'est parfois difficile de comprendre les critiques qui la visent. Mais à mon avis, c'est parce que la majorité des gens pensent que nos politiciens n'ont pas fait le boulot correctement. Dans la dernière ligne droite, la gauche américaine a décidé de sortir ses vedettes du moment. Objectif,
séduire les jeunes et le plus grand nombre possible de femmes. Lorsqu'un candidat, de manière régulière et désinvolte, insulte et fait des remarques cruelles lorsqu'il parle des femmes, sur notre apparence, notre comportement, alors c'est triste. Mais voilà qui ce candidat est véritablement. Elles ne sont pas encore en âge de voter, mais l'objectif est atteint avec ces lycéennes. Si elle gagne, elle va nous tirer vers le haut. Et puis c'est une inspiration pour les jeunes femmes d'aujourd'hui. Oui, et puis elle va faire des choses pour notre éducation. Entre un candidat souvent taxé d'être misogyne et une ancienne secrétaire d'État qui n'emballe pas les foules, celles qui restent indécises à ce stade choisiront peut-être l'abstention. Pour commenter ce que je viens de voir, Washington DC est vraiment un district qui n'a jamais voté autrement que démocrate quand il a voté. Donc, il représente ce que les Américains haïssent, ce qu'on appelle inside the belt, l'establishment. Le plus important n'est pas là. Le plus important, c'est la proportion dans chaque parti du soutien qui est donné à chacun des candidats. Dans les 2 dernières semaines qui ont précédé cette soirée, une évolution dans le camp républicain de 70% des républicains qui étaient prêts à voter Trump est allée au-delà de 90%. C'est immense. Qu'est-ce qui et je crois que là, le vice-président, Mike Pence, qui est un homme très respecté dans le milieu conservateur, comme il est respecté dans le Congrès, a réussi à rassembler, à sensibiliser même Paul Ryan, le président qui a voté pour Trump, mais qui n'a pas appelé ni fait campagne pour voter pour Trump parce qu'il s'est concentré au soutien des candidats du Congrès. Donc, cela a joué le jeu. Donc, chez les démocrates, on est dans les 83%. Mais il y a très peu d'enthousiasme. Et les démocrates et les républicains ne constituent qu'un tiers. Les démocrates un peu plus que les républicains. Donc c'est les centristes, c'est les indépendants. Mais dans les indépendants, les chiffres, même dans ces sondages que je pense être les sondages où il y a 4% qui manquent pour Trump, depuis le départ, même dans les primaires, il y a toujours 4% qui manquent pour Trump, qui apparaissent quand le vote est fait. 43% sont pour Trump, alors que Hillary varie entre 35 et 38%. Donc là, nous avons une situation qui favorise. Trump reste dans les sondages. Ce soir, nous verrons quand nous pourrons avoir les sondages du vote d'aujourd'hui avant d'avoir les chiffres définis. Il reste à peine au-delà de 40 à 45% chez les femmes. Mais le nombre des femmes en Amérique est plus grand. Elles sont 55% des votants aux États-Unis. Donc là, c'est l'un des secrets également de cette rivalité. Mais l'image de Hillary Clinton n'est pas l'image d'une femme comme les autres. Elle est l'image de celle qui est au-dessus de la loi. Tous les scandales de Hillary Clinton sont des scandales où elle est, depuis Whitewater, depuis qu'elle était la première lady à Arkansas et avocate et défendante. Donc depuis le premier scandale jusqu'au dernier qui se dévoile actuellement, ce qu'on appelle pay for play. Vous voulez rencontrer le secrétaire d'État, vous payez $1 million à la fondation et vous payez $1 200 000 ou $750 000 à M. Clinton pour aller faire un discours de 10 minutes ou participer à un dîner. Non. Cela affecte également. Les femmes sont très avares parce qu'elles sont très conscientes de la dépense de l'argent. Quelle sera, à votre avis, la position de cette classe ouvrière aux États-Unis dans ces élections? La classe ouvrière aux États-Unis favorise Donald Trump, il n'y a pas de doute là-dessus. Mais là, nous parlons d'une région spécifique qui a des voix.
et une région qui votait démocrate, qui est parmi ces États bleus qui pourraient passer au rouge grâce à Donald Trump. À propos d'abord du charbon. Le charbon, avec les technologies modernes, il peut être géré de telle sorte qu'il produise de l'énergie sans qu'il y ait l'impact sur l'environnement. Donc, Trump, à chaque occasion, il en parle. Scientifiquement, c'est faisable. Ça coûte plus cher, mais c'est faisable. Bien sûr, si on importe, si l'importation est ouverte, c'est différent. Mais si vous faites des trade deals où il y a une certaine forme de réciprocité, ce qu'on appelle fair deal, on pourra dire parfois protectionnisme, qui a toujours existé, qui existe même en Europe vis-à-vis des États-Unis. Il est larvé, mais il est là. Avec Trump, ce vote compte. Il y a des régions qui ont été désertées. C'est pourquoi vous voyez qu'à Iowa, à Ohio, au Michigan, dans la région East Coast, où c'était très difficile de gagner pour un républicain, on voit les chances de Trump stables, solidifiées, et peut-être ils feront la différence ce soir. Mais là, je veux profiter quand même de l'occasion pour dire une chose. Que les élections sont, ce soir, qu'on le veuille ou pas, il n'y a pas de landslide en faveur de Hillary Clinton. Et je ne crois pas qu'il y a un landslide, donc un raz-de-marée en faveur de Donald Trump, en fait, du fait qu'il représente un phénomène. Donc nous pouvons nous retrouver avec des situations où nous sommes à 269 voix pour l'un, 268 ou 69 pour l'autre. Donc que ni l'un ni l'autre ne parviennent à avoir les 270 voix nécessaires pour être président des États-Unis. À ce moment-là, c'est une opportunité qui est examinée de très près et sérieusement. Qui choisira le président? Le Congrès, la maison, the House, les députés, choisira le président des États-Unis et le Sénat choisira le vice-président. Or, en l'état actuel des choses, le Congrès qui va choisir est House et Sénat républicains. Donc, même en dessous de 270 voix, les républicains gardent l'avantage. Bien entendu, Hillary, techniquement, doit pouvoir aller de 253 voix qu'elle a minimum aujourd'hui à 270. Mais rien n'est garanti. Grâce justement à cette situation. Il y a également le fameux pipeline qui vient du Canada, que les démocrates, pour des raisons idéologiques, sans aucune logique économique, ont empêché, alors que Hillary Clinton avait pris position à un certain moment pour, puis elle l'a rejeté parce qu'elle voulait le soutien de M. Obama dans sa campagne présidentielle. Vous avez des mines de pétrole et de réserves de pétrole dans plusieurs régions des États-Unis où l'autorisation de pouvoir sortir ce pétrole est quasiment impossible et coûteuse et difficile. Avec Trump, ce sera différent. La logique de l'Amérique autodépendante, non seulement avec le shale oil et le shale gas, c'est-à-dire avec ce qu'on fait transformer du charbon bitumeux en pétrole et qui donne en fait l'indépendance aux États-Unis sur le plan besoin pétrolier et elle devient un grand exportateur de pétrole. Cela, c'est Trump, c'est pas Hillary. Donc, il y a en plus la personnalité, bien sûr. Ça joue un rôle important. N'empêche que Trump est un charmeur et Hillary a du mal à séduire. Alors, avant de se quitter, Monsieur Edé, j'aimerais justement que vous nous livriez vos projections pour ces élections. C'est le plus difficile, puisque nous sommes la soirée même des élections,
et que c'est très difficile. Mais mon intuition, c'est clair des commentaires que j'ai faits, justement, mon intuition, c'est que Trump veut créer la surprise, comme a fait Truman contre Dewey. S'il crée la surprise, il règle un grand problème pour les États-Unis. Car si c'est Hillary qui est élue, elle ne pourra pas gouverner avant d'être chassée, comme ce fut le cas de M. Nixon après Watergate. Impeached, chassé. Ça sera le mot de la fin. Merci, Monsieur Hédé, d'être venu sur notre plateau pour commenter ces élections américaines. Eh bien, résultat dans les prochaines heures. À très bientôt sur Futur TV.